Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes installés dans les locaux du Premier ministère à Ouagadougou pour cette première grande interview avec le Premier ministre, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida. Bonsoir, mon colonel, et merci de nous recevoir dans votre salle d'audience où vous aurez l'occasion durant une année de transition, l'occasion de recevoir vos illustres hôtes. Pour ce premier entretien d'une heure et demie, je serai en compagnie des confrères de la radio nationale, de l'Observateur Palga, de Radio Omega FM, des éditions Sidoya et de la télévision privée BF1. Nous aborderons des questions liées à la situation nationale, des questions politiques, mais aussi des questions qui touchent à l'économie et aux relations du Burkina Faso avec l'extérieur. Pour commencer, je suis avec Annick Rachel Kandolo de la télévision privée BF1. Bonsoir Annick. Bonsoir Fousséni Kindo, bonsoir Monsieur le Premier ministre. Comment on doit vous appeler? Le lieutenant-colonel Isaac Zida ou Monsieur le Premier ministre tout court? Monsieur le Premier ministre Isaac Zida. Chef d'État depuis la démission du président Blaise Compaoré et aujourd'hui Premier ministre de Monsieur Michel Kafando, président de la transition. Tout ça en moins de 2 mois. Comment vous vivez cela? Merci Monsieur Kindo, merci Madame Kandolo, merci à tous les téléspectateurs burkinabés qui nous suivent. J'ai vécu donc ces événements comme chacun d'entre vous, comme chacun des Burkinabés, avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'inquiétudes dès le départ, beaucoup d'appréhension. Mais à partir d'un certain moment, j'ai retrouvé bon espoir parce que vous avez vu que tous les acteurs de la vie nationale se sont mis ensemble pour regarder vers l'avenir, poser les jalons qui ont été consacrés dans la charte de la transition. Donc nous avons retrouvé un bon espoir et aujourd'hui, nous sommes rassurés par la marche, par la direction que le Burkina Faso a pris. Et je peux vous dire que mes sentiments sont véritablement des sentiments de satisfaction à l'heure actuelle. Alors, vous êtes Premier ministre depuis la semaine dernière et pour beaucoup de Burkinabés, après avoir été président du Faso, chef de l'État, vous retrouvez Premier ministre, ça surprend. Est-ce qu'il y a eu deal entre le Premier ministre et le président du Faso quand on sait que celui-ci est le candidat, est un des candidats proposés par l'armée au conseil de désignation du président de la transition? Il n'y a pas eu de deal. Je peux dire que nous avons fait confiance à un homme que nous connaissions depuis longtemps et nous l'avons proposé pour être président de la transition. En tout cas, le comité de désignation l'a retenu au regard de ses compétences, de son expérience et de la qualité intrinsèque de l'homme. Dès qu'il a été donc désigné, il nous a fait confiance, peut-être sur la base de ce que nous avons pu accomplir dans un laps de temps. Il n'y a pas eu véritablement de deal. Nous voyons cela comme une mission, une confiance, et nous allons tâcher de mériter cette confiance-là. D'aucuns voient cela une formule à la Poutine. Non, non, pas une formule à la Poutine, parce que Poutine a été président, il a épuisé son temps, c'est des mandats. Ensuite, il est devenu Premier ministre pour laisser Medvedev épuiser ses mandats avant de revenir. Mais je pense que ce n'est pas le scénario. Nous sommes là pour une mission et après la transition, donc pour l'instant, nous n'y pensons pas véritablement parce que nous sommes concentrés à réussir la transition, mais il n'est pas dit que nous sommes intéressés par le prochain poste de président. Non, je ne crois pas. Alors, votre gouvernement a été constitué il y a quelques jours et à peine il est constitué qu'il est contesté. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous avez un ministre en charge de la culture? Non, je dois vous dire que nous avons été véritablement surpris parce que lorsque nous avons été nommés Premier ministre, notre objectif était de former un gouvernement de consensus. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous recherchons pour les Burkinabés, c'est qu'il y ait consensus autour de la gestion de la transition.
Donc nous avons désigné des personnes sur la base d'abord de leurs compétences, sur la base aussi de leur appartenance aux partis politiques, soit à la société civile, soit à l'armée, mais aussi en tenant compte de certaines considérations géopolitiques, parce que quand vous regardez le gouvernement, nous sommes allés puiser dans presque toutes les régions du Burkina Faso. Et par la suite, nous avons pris le soin de faire regarder tout cela par la gendarmerie nationale. Nos ministres ont fait l'objet d'enquêtes de moralité. Si vous vous souvenez, je vous ai promis le gouvernement pour samedi soir. Samedi soir, moi, mon gouvernement était prêt. J'avais remis une copie déjà au président de la transition. Mais je lui ai demandé 24 heures supplémentaires, le temps que la gendarmerie me fasse un travail. Donc, bon, c'est en toute bonne foi que j'ai désigné et j'ai nommé ces ministres. Maintenant, la contestation qui s'en est suivie concernant le ministre de la Culture, véritablement, nous avons été nous-mêmes surpris. Mais nous disons que le peuple est souverain, sa volonté doit être respectée. Et du reste, le ministre de la Culture lui-même a tiré les conséquences et il a rendu sa démission que nous avons acceptée. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore les ministres de la Culture, mais nous avons au sein du ministère un secrétaire général qui fait déjà très bien le travail. Nous allons prendre le temps qu'il faut pour trouver un homme véritablement consensuel, accepté par le monde de la culture, afin que ces personnes, ces hommes et ces femmes de la culture puissent l'aider à réussir la mission qui sera la sienne. Vous dites que il y a des informations qui ont été vérifiées par la gendarmerie sur les personnes proposées pour siéger à votre gouvernement, mais le passé de M. Sagnon, en tant qu'ancien procureur, certainement, devait aussi venir en tête à vos enquêteurs. Et la question que je me pose, est-ce que Sagnon a démissionné de son gré ou on l'a obligé à démissionner? Et d'ailleurs, il n'est pas le seul à être décrié dans votre gouvernement. Vous savez, pour une enquête de gendarmerie, de police, on passe sur la base des faits. Mais ce qui est reproché à M. Sagnon, à ma connaissance, c'est sur la base des soupçons. On suspecte d'avoir trempé, en tout cas d'avoir été de connivence avec le régime passé dans l'affaire Norbert Zongo. Je pense que la gendarmerie peut-être n'a pas eu le temps d'aller en profondeur sur ces questions-là. Ça peut ne pas les avoir échappé, mais je vous dis que une enquête de moralité de plus d'une vingtaine de ministres en 24 heures, bon, je pense qu'il fallait qu'il y ait des faits graves avérés pour que nous puissions remettre sa désignation en cause. Et nous n'avons pas, en tout cas, été signalés de faits graves avérés, avec preuve à l'appui. Donc, nous avons estimé qu'il pouvait faire partie du gouvernement. Maintenant, si il y a eu la contestation, bon, nous avons pris acte. Et donc, comme je l'ai dit, le peuple est écouté, il sera toujours écouté, et sa volonté sera respectée. Et donc, je pense que là-dessus, il n'y a pas de problème. Justement, vous dites que le peuple sera écouté. Le cas Adama Sagnon fait jurisprudence. Il est maintenant question, Fousseni Kindo l'évoquait, d'autres contestations de ministres, en l'occurrence celui des transports et celui en charge du budget. Qu'est-ce que vous ferez pour gérer ces cas? Allez-vous les gérer de manière individuelle, au cas par cas? Comment est-ce que vous allez mettre fin à tout ça? Vous savez, moi j'ai confiance au peuple burkinabé. Je crois qu'il sait exactement ce qu'il veut. Le cas Sagnon ne peut pas être similaire au cas que vous avez cité. Moumouni Djigemde est responsable des cadres du parti de la DFRDA. Je ne sais pas s'il a eu à gérer un contentieux en justice aussi, ou bien, je ne sais pas. Mais je crois que les faits qui lui sont reprochés, s'il y a véritablement des preuves, nous allons en tenir compte. Mais pour l'instant, nous avons une équipe à laquelle nous avons demandé de se mettre à la tâche. Et je crois qu'ils ont commencé. Maintenant, ceux qui
ceux qui ont des griefs contre Moumouni Djegamde, nous sommes disposés à les recevoir, à les écouter. Et donc si effectivement il y a des faits avec preuve, donc il n'y a vraiment pas de problème, nous allons tirer les conséquences. Mais ce que je dois dire surtout au Burkinabé, parce que ça me rappelle un peu cette anecdote du passager qui portait sa charge au bord de la route, qui fait autostop. Alors un automobiliste qui l'embarque, il rentre dans le véhicule et il porte toujours sa charge sur la tête. Je pense que les Burkinabés doivent se dire que nous avons tourné la page du régime Compaoré. Il y a des dossiers que nous allons examiner, mais notre mission n'est pas que d'examiner les dossiers du régime Compaoré. Notre mission, c'est de poser les bases et les fondements d'une nouvelle gouvernance pour le Burkina Faso. Oui. Donc, si nous sommes là et que notre mission va être seulement de regarder ce qui s'est passé au cours du régime Compaoré, je pense que nous faisons de surplace. Et moi, j'en appelle à tout le peuple pour qu'on se mette à la tâche, que l'on commence véritablement à s'attaquer aux gros chantiers qui sont devant nous, pour que l'avenir soit plus radieux. Parce que le passé relève du passé, il y a des choses qu'il faut regarder, mais on n'a pas que ça à faire. Il y a l'école, il y a la santé, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut se pencher dès maintenant. Oui. Certaines voix se sont élevées dans la société civile pour dire que comme le Burkina n'a pas connu une période de conférence nationale souveraine pour voilà, épurer les problèmes de l'indépendance à 1990, cette période de transition pourrait être une occasion de pouvoir solder un certain nombre de contentieux qui se posent à la nation burkinabé, au peuple burkinabé. Non, je suis d'accord, mais le cadre existe. Parce qu'il y a une commission de la réconciliation nationale des réformes qui va faire un travail et toutes les recommandations, bien sûr, seront prises en compte. Donc je pense que tout ce qui est advenu au cours du régime Compaoré, rien ne sera occulté. Les dossiers pendant en justice seront rouverts. Donc il n'y a pas de raison que les uns et les autres s'inquiètent. Nous allons... Y compris les soupçons qui pèsent sur certains hauts cadres qui dirigent l'État. Bien sûr que si la justice estime qu'un haut cadre, moi-même qui vous parle, si mon nom est cité dans une affaire en justice, mais je vais démissionner et puis je vais aller répondre, me mettre entièrement à la disposition de la justice pour que la vérité soit faite. Personne n'est au-dessus de la loi. Pour beaucoup d'observateurs de la scène burkinabé, toutes ces contestations qui émanent du peuple burkinabé sont en réalité une continuité de la remise en cause de l'autorité de l'État. Jusqu'à quand cela va continuer et qu'est-ce que vous allez faire pour rétablir cette autorité de l'État? Nous avons un programme dans ce sens. Sur le plan de la gouvernance administrative, nous allons travailler à restaurer l'autorité de l'État. Mais cela doit se faire avec chacun des Burkinabés. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre les forces de l'ordre derrière chaque Burkinabé pour les poursuivre. Il faut que chaque Burkinabé, d'abord à son propre niveau, décide d'adopter un comportement citoyen. Et à ce moment, les quelques récalcitrants, nous pourrons passer à la répression. Parce qu'il y a plusieurs phases. Il faut que nous sensibilisons, il faut que nous invitons les uns et les autres à changer de comportement. Et ensuite, il y aura la répression. Et si c'est nécessaire, nous allons réprimer. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur la constitution même du gouvernement. Est-ce qu'on peut avoir une idée de comment est-ce que les choses se sont tractées, comment la composition s'est faite? Parce que dans le premier jet de la charte de la transition, il était prévu que les membres du gouvernement soient issus, enfin, soient proposés par les trois partis, à savoir l'armée, les partis politiques et puis la société civile. Est-ce que c'est ce qui s'est véritablement fait? Effectivement, cela a été respecté. Les partis politiques ont proposé des candidats, la société civile a proposé des candidats, l'armée également a proposé des candidats. Mais il faut reconnaître qu'au-delà de ces propositions, nous avons dû faire appel à des compétences qui étaient en dehors de ces propositions faites par les trois partis.
Sinon, effectivement, chaque parti a fait une proposition. Et cet appel laissé à la discrétion du Premier ministre, je suppose? Ben, le Premier ministre, oui, choisit, parce qu'il est entièrement responsable de la formation du gouvernement. Monsieur Adama Sagnon faisait-il partie de ces appels en question? Monsieur Adama Sagnon a été un choix personnel du Premier ministre, parce que nous connaissions l'homme. Nous avons regardé donc dans le département de la culture et nous avions trouvé quelqu'un qui était directeur général du bureau burkinabé des droits d'auteur, qui est déjà depuis un certain nombre d'années. En tout cas, il n'y a pas eu de contestation sur sa manière de gérer les droits des artistes. Et donc nous avons estimé qu'il faisait du bon travail au niveau de la culture. Donc le désigner comme ministre, nous estimions qu'il allait faire encore mieux. Et jusque-là, nous ne sommes pas convaincus. Jusque-là, nous ne sommes pas convaincus qu'il n'allait pas faire mieux. Non, parce qu'il n'a pas eu le temps de travailler. En tout cas, moi, je reste convaincu qu'il aurait fait un bon ministre de la Culture. Donc, mais je suis d'accord que le peuple, oui. Donc vous reconnaissez avoir peut-être fait une erreur de casting? Non, moi, j'ai fait un choix que j'ai estimé bon, mais je peux me tromper. Mais je dis, le peuple est souverain. Je ne peux pas imposer au peuple un Premier ministre, enfin, un ministre. Voilà. Parce que moi-même, lorsque j'ai été nommé, si le peuple disait qu'il ne voulait pas d'un militaire, ben, j'allais rendre ma démission, il n'y a pas de problème. Nous allons avancer, Monsieur le Premier ministre. Vous avez 12 mois chrono pour réaliser, sous l'autorité du chef de l'État, le président Kafando, les objectifs de la transition. C'est à la fois beaucoup, mais aussi c'est peu. Est-ce que vous avez une idée de chronogramme clair de votre action à la tête du gouvernement? Est-ce que vous avez une feuille de route, en d'autres termes? Ben, nous avons des objectifs à atteindre. Nous savons que nous devons atteindre ces objectifs-là dans un délai qui nous est imparti, à savoir au plus tard une année. Cela doit se terminer par les élections générales à fin 2015. Nous avons une feuille de route. Nous allons donc, nous sommes en train de nous inspirer de cela pour définir à chaque ministre donc, sa lettre de mission. Et nous devons donc nous y accrocher, travailler en tenant compte du fait que le temps est relativement court. Oui, nous n'avons pas un gros projet de développement qu'il faut réaliser dans cette année. Nous allons nous focaliser sur des priorités. Certains ministres n'ont pas certainement attendu cette lettre d'émission dans leur déclaration. On sent qu'ils ont envie d'aller vite. Le ministre de l'administration territoriale, par exemple, celui des mines. Bien sûr. Bien sûr qu'ils ont déjà des orientations. Ils ont déjà des orientations. Même lorsque nous les avons reçus, nous leur avons dit exactement ce que nous attendons de chaque ministre. Ils savent exactement ce qu'il faut faire dans ce laps de temps. Le plus grand défi pour vous, c'est d'organiser l'élection présidentielle en fin novembre 2015. Et la tâche s'annonce titanesque. C'est un défi de dialogue pour s'entendre sur les règles du jeu, les règles d'orientation, d'organisation également. Mais comment vous comptez aborder cette question? Nous allons donc faire un calendrier électoral en concertation avec les partis politiques et la CENI. Nous pensons que nous devons pouvoir respecter en tout cas ce délai de novembre 2015. Nous pensons que c'est très possible. Du reste, nous avons déjà échangé avec le président de la CENI qui nous avait donné donc ses assurances. Mais il y a certaines choses à faire. Il y a d'abord les inscriptions sur la liste électorale parce que vous savez que le fichier électoral que nous avons aujourd'hui, il est incomplet. Il y a beaucoup de Burkinabés qui ne s'inscrivaient pas sur les listes électorales. Voilà, comme il y en a qui disaient, bon, c'est pas la peine de s'inscrire parce qu'on sait que c'est Blaise Compaoré qui gagne toujours. Comme qui dirait, on ne regarde pas le football parce que c'est le Barça qui gagne toujours.
Donc nous allons donner la chance. Il y a aussi le vote des Burkinabés de l'étranger. C'est une autre équation. Nous avons dit depuis la rédaction de la charte qu'il faut que les Burkinabés de l'étranger puissent voter cette année 2015. Et donc, il va falloir organiser les recensements et mettre tout le dispositif en place pour permettre aux Burkinabés de l'étranger de pouvoir voter pour choisir le président de Faso. Vous avez également dissous les conseils municipaux et régionaux. Pourquoi fallait-il prendre une telle mesure? Est-ce que c'est pour suivre la population, pour contenter une partie de l'opposition qui veut tout refondre? Non, la question des conseils municipaux, vous savez que la plupart des mairies étaient donc dirigées par des militants de l'ex-parti au pouvoir, le CDP, qui est fortement contesté. Et donc, lors des événements même des 30 et 31 octobre, beaucoup de maires avaient fui leur localité. Et quand vous regardez le maire CDP, le premier adjoint CDP, ainsi de suite, donc, il était impossible à ces conseils municipaux-là de continuer d'exercer. Et donc, pour ne pas créer des conflits au sein de nos communautés, nous avons estimé qu'il était bon de dissoudre les conseils municipaux et que l'administration publique, qui est neutre, puisse assurer donc la gestion par des délégations spéciales en attendant les élections générales de fin 2015. Est-ce qu'il y aura des audits sur la gestion des communes pendant la transition? Nous y pensons, mais il y a tellement d'audits à faire au sein des ministères, au sein des sociétés d'État, au sein des collectivités. Donc nous y pensons, mais ça ne sera pas forcément dans toutes les mairies, mais certaines mairies pourraient être ciblées pour qu'il y ait des audits. Beaucoup ont dit que vous êtes de ceux qui ont contribué, enfin l'armée en l'occurrence, de ceux qui ont contribué à éviter le bain de sang. Qu'avez-vous fait exactement? À un moment donné de notre histoire, il fallait choisir soit obéir à des ordres et avoir donc contre soi le peuple, ou alors se ranger du côté du peuple et bien sûr après avoir désobéi à des ordres. Je pense que nous avons fait un choix et nous ne regrettons pas donc ce choix-là. Mais aux toutes premières heures de la prise de pouvoir par l'armée, on a assisté à comme une sorte de cacophonie avec d'abord le général Nabéré Honoré Traoré qui se déclare chef de l'État, et puis après c'est vous. Que s'est-il exactement passé? Qu'est-ce qui s'est dit entre le général Honoré Traoré pour qu'il abdique? D'accord, je voudrais d'abord vous dire que le général Honoré Traoré, qui est le chef d'état-major général des armées, est un officier digne et responsable. Il a donc fait une déclaration dans le souci d'éviter qu'il y ait un bain de sang aussi. Parce qu'il avait anticipé, il avait compris qu'il était possible qu'une partie de l'armée soit utilisée contre le peuple. Et donc c'est pour éviter ce bain de sang qu'il a fait sa déclaration. Malheureusement, 24 heures après avoir fait la déclaration, il n'y avait pas encore eu une évolution. La situation, d'ailleurs, s'empirait. Et donc nous avons estimé qu'il fallait que nous prenions le devant, compte tenu du fait que nous avons un certain avantage d'être avec les hommes. Et nous sommes sur le terrain avec les hommes. Notre position, notre prise de position peut encourager les militaires à donc prendre définitivement le parti du peuple. Et c'est ce que nous avons fait. Et lorsque nous avons fait notre déclaration, le général Honoré Traoré, en toute responsabilité, je le répète, a invité toute la hiérarchie militaire dans son bureau à l'état-major général et il nous a confié donc la charge donc de la transition. Et lui, donc, il est resté disponible pour nous accompagner par les conseils et par tout ce qu'il pouvait faire pour que cette transition-là réussisse. Et surtout,
nous invitait à maintenir la cohésion au sein de l'armée. Parce qu'il s'agissait du peuple burkinabé, il ne s'agit pas d'individus en fait. Voilà. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ce qui était important, c'était que l'armée se range du côté du peuple pour éviter qu'il y ait en tout cas le chaos au Burkina. Justement, l'ancien président Blaise Compaoré, depuis son exil à Yamoussoukro, a parlé de complot contre lui. Est-ce que vous pensez avoir pris part à ce complot? Je n'avais pas connaissance d'un quelconque complot. Les choses sont arrivées très vite. Il a fallu décider en l'espace de quelques instants. On n'a pas eu le temps d'ourdir des complots. Moi, j'étais de la sécurité du président Compaoré. Si c'était une histoire de complot, pourquoi attendre le 30-30 pour faire un complot? Justement, quelle relation est-ce que vous, personnellement, vous entreteniez avec la famille Compaoré? Parce que d'aucuns pensent que vous ne pouvez pas être le numéro 2 de la garde de sécurité présidentielle et trahir, si je peux me permettre, le président du Faso. Quelles étaient vos relations avec lui, le président Blaise Compaoré? Moi, je n'ai pas de relation personnelle. Pour moi, le président Compaoré, c'est une institution de la République. Et en tant que militaire, j'avais une mission d'assurer la sécurité de cette institution. Ça s'arrêtait là. Vous avez un supérieur, le général Gilbert Diendéré. Quel a été son rôle dans l'action qui vous a conduit à la tête de l'État au lendemain des événements du fin octobre? J'étais moi-même tellement occupé à jouer mon propre rôle que je n'ai pas véritablement pu suivre ce que les uns et les autres ont tous fait. Je pense que le général Gilbert, certainement, sera disposé à répondre à votre question. Et quels sont vos rapports avec lui? Est-ce que c'est des rapports professionnels ou c'est des rapports familiales? C'est des rapports professionnels. Et lors de la passation de charge du président de la transition, vendredi dernier, il a été question de transformer le monument national aux héros en panthéon des martyrs de la révolution d'octobre 2014. Comment est-ce que concrètement cela va se traduire? Il y a une commission qui a été créée au sein du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, qui est en train de réfléchir, qui est en train de faire des propositions. Nous avons déjà reçu certaines propositions. Et nous avons donné des orientations, mais nous attendons le rapport final. Parce que ça ne peut, la décision, la volonté du chef de l'État a été exprimée. Nous savons exactement, nous avons compris ce qu'il veut. Et donc, nous avons confié à des spécialistes pour travailler afin de rendre concret cette volonté du chef de l'État. Et les corps des martyrs de la Révolution seront-ils inhumés à ce panthéon aux martyrs? Non, je pense que le Panthéon n'est pas nécessairement un cimetière. Nous pensons que, du reste, nous avons déjà pris des dispositions pour l'inhumation des 7 derniers corps au cimetière militaire de Gounga. Et cette inhumation va se tenir donc, le mardi prochain. Et donc, au niveau du Panthéon, il y aura certainement quelque chose, un mémorial avec l'inscription des noms et tout, mais les corps seront inhumés en toute dignité au cimetière militaire de Gounga. Y aura-t-il le deuil national souhaité par beaucoup? Oui, il y aura une journée d'hommage et de deuil national qui est prévue, en tout cas jusqu'aujourd'hui le 4 décembre. Mais comme il y a tellement d'évolutions, nous attendons de confirmer cette date et de la rendre officielle. Voilà. Monsieur le Premier ministre, on s'arrête là pour cette première partie, notamment sur le gouvernement. Nous allons aborder à présent le second volet de notre entretien du Conseil national de la transition. Et pour cela, je reçois un autre journaliste, en l'occurrence des éditions L'Observateur Palga. Pour le second volet de notre entretien, Monsieur le Premier ministre, nous allons aborder un des organes
de la transition, le Conseil national de la transition. Après la mise en place du gouvernement, il ne reste plus que la mise en place du Conseil national de transition pour parachever l'architecture institutionnelle de la transition. Vous devez recevoir les listes des différentes organisations au plus tard le vendredi 21 novembre dernier. Et toutes les composantes étaient-elles au rendez-vous? Toutes les composantes avaient donc transmis les listes, mais il y a une liste, notamment celle de la société civile, qui a été contestée parce que la désignation des représentants n'avait pas, en tout cas, respecté un mode de désignation consensuel et transparent. Donc, la société civile a souhaité reprendre la désignation en confiant donc cette tâche à un collège de désignation beaucoup plus consensuel, accepté et crédible. Donc, cela a été fait et aujourd'hui, la société civile a remis une liste autour de laquelle tout le monde est d'accord. Donc, nous avons tous les membres du Conseil national de transition qui sont désignés. Est-ce que justement cette bataille de chiffonnier qui a eu lieu autour de la désignation de certains membres n'entame pas la crédibilité et la légitimité du Conseil national de transition? Non, nous ne pensons pas que... Au contraire, parce que quand il y a des discussions, quand il y a des contestations, ça veut dire que l'opinion de tout et chacun est prise en considération. Voilà, nous ne voulons pas que les gens puissent accepter, parce que souvent, lorsqu'on accepte sans rien dire, ça veut dire qu'on est peut-être victime d'une certaine dictature, d'un clan sur l'autre. Mais nous avons été heureux de voir que tout le monde au sein de la société civile pouvait s'exprimer et que son point de vue était pris en considération. Au contraire, aujourd'hui, la liste que nous avons est une liste qui est véritablement acceptée par tout le monde et nous nous réjouissons pour cela. Au niveau de la société civile, ce n'est pas le cas. Il y a un certain nombre d'individualités qui sont remises en cause. On les reproche leurs appartenances à des partis politiques ou à des formations politiques. Oui, mais cette question donc, ne peut pas être tranchée par le gouvernement. Nous allons soumettre la liste au Conseil constitutionnel qui pourra valider ou invalider certaines candidatures. Est-ce que la liste a été déjà soumise au Conseil constitutionnel puisque la première session du CNT a eu lieu ce soir, donc jeudi 21 novembre? La liste n'a pas encore été soumise parce que nous n'avons pas une plainte qui a été portée à notre connaissance. Nous entendons comme vous qu'il y a des contestations et ça circule en ville, mais de façon officielle, nous n'avons pas été saisis, en tout cas pour dénoncer certains noms. Lorsque nous serons saisis officiellement, à ce moment, nous pouvons déposer donc ces plaintes-là au niveau du Conseil constitutionnel. La première session justement a eu lieu à l'hôtel du député à Baoguin. Doit-on comprendre que c'est là que va siéger le CNT? Bien sûr, le CNT et même l'Assemblée nationale qui sera élue en 2015, parce que vous savez que l'hémicycle qui était là était complètement brûlé. Nous allons certainement entreprendre une reconstruction, mais ça ne peut pas se faire avant la mise en place de l'Assemblée. Donc le CNT déjà va siéger au niveau de l'hôtel du député et aussi probablement l'Assemblée nationale qui sera élue fin 2015. Et quelles sont vos attentes d'une manière générale de ce CNT? Quelles sont les priorités qui doivent dégager ce CNT? Le CNT doit légiférer sur les questions préoccupantes de l'heure. Aujourd'hui, il y a déjà la question de l'article 37. Il faut que le CNT très rapidement se penche là-dessus pour, en tout cas, limiter définitivement et verrouiller de manière ferme et définitive l'article 37 de notre Constitution. Le CNT doit se pencher sur des questions. Au niveau du gouvernement, nous pensons déjà introduire des projets de loi sur la lutte contre la corruption. Il y a un certain nombre de sujets que nous allons en tout cas soumettre au
Conseil national de transition, mais à son propre niveau, il doit donc réviser par exemple le code électoral. Il y a des questions qui sont là, qui sont d'actualité, et je pense que le CNT ne va pas chômer. Et comment va se faire la prise en charge des membres du CNT? Nous allons demander au ministre des Finances de faire des propositions, parce qu'il y avait un budget qui était alloué à l'Assemblée nationale qui a été l'Assemblée nationale passée. Donc nous pouvons reconduire ce budget-là et même faire une allocation spéciale, parce que c'est une situation spéciale que nous vivons, afin que le CNT puisse fonctionner dans de bonnes conditions. Êtes-vous de ceux-là qui pensent justement que comme c'est une situation spéciale, les membres ne doivent pas avoir droit aux émoluments, aux avantages qu'avaient les députés de la précédente législature? Certainement qu'ils n'auront pas les avantages des précédents députés, mais ils auront une allocation qui leur permette de travailler dans de bonnes conditions. Mais comment va se faire d'une manière générale l'attelage présidence de la transition, gouvernement et Conseil national de transition? Alors, au niveau du gouvernement, nous avons un ministère, notamment le ministère de la Communication, qui est chargé aussi des relations avec le Conseil national de transition. Donc, nous pensons qu'à ce niveau-là, il y aura une bonne coordination des actions pour qu'il n'y ait pas de blocage. Voilà, donc Hyacinthe Sanou, on va s'arrêter là pour cette partie concernant le Conseil national de transition et nous abordons à présent les questions de réconciliation nationale, mais aussi de justice, et ce serait avec Bienvenue à Piou de Radio Omega FM. Monsieur le Premier ministre, en tant que Premier ministre et ministre de la Défense, sur les questions de réconciliation nationale, quand par exemple on prend l'aspect armée nationale, le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, est-ce que vous allez le dissoudre, comme beaucoup le pensent dans l'opinion nationale? Alors nous allons effectivement nous attaquer à certaines réformes au sein de l'armée. Ces réformes étaient appelées depuis longtemps par un certain nombre de personnels des forces armées nationales. Et aujourd'hui, par l'ensemble du peuple, nous le comprenons. Nous allons certainement revoir quelle mission confier au régiment de sécurité présidentielle, parce que nous n'entendons pas avoir un régiment de sécurité présidentielle qui soit là en train de sécuriser un individu. Parce que quelle est la menace pour le Burkina Faso et ses institutions? La menace, je pense, se trouve au niveau du terrorisme, le grand banditisme, le chômage. Ça, c'est les menaces véritables pour le peuple burkinabé. Donc, l'armée, qui fait partie du peuple, doit avoir ses missions qui lui sont désignées au regard de ces menaces-là. Nous pensons que le régiment de sécurité présidentielle, qui dispose d'énormes moyens avec des personnels très qualifiés, très bien formés, peut se voir confier des missions sur toute l'étendue du territoire, allant dans le sens de la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme, pour sécuriser les personnes et les biens. Et bien sûr, au regard de ces missions, le nom va changer. Pour ce qui concerne la sécurité du président, vous pouvez déjà voir ce que nous avons pu faire chez le président Kafando. Vous allez retrouver donc des forces de police, de gendarmerie et militaires. Comme ce qui avait été dit dans la Constitution, mais aussi par le Collège des Sages il y a eu une dizaine d'années. Nous avons déjà appliqué ça. Moi-même, je suis gardé par des militaires et des gendarmes. Et le président de la transition qui va être... le président du Conseil national de transition va être la même chose. Donc, il n'y aura plus une seule unité qui soit là, qui se va confier la mission de sécuriser un homme et sa famille. Et comment éviter la confusion de genre dans l'uniforme des militaires? On a tantôt ceux qui arborent PF, d'autres avec le drapeau burkinabé. Comment éviter la confusion de genre? Non, aujourd'hui, tous les militaires ont le même uniforme. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Au régiment de sécurité présidentielle, actuellement, tout le monde porte la tenue terre du Burkina, comme tous les militaires du Burkina.
L'ancienne tenue a été déclassée depuis les premières heures de notre arrivée. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit là, tantôt que mardi prochain, on va procéder à l'enterrement de tous ceux qui sont tombés lors de l'insurrection populaire. Alors, concrètement, en dehors du deuil national là, qui est envisagé, qu'est-ce qui sera fait pour ces martyrs? D'accord. Déjà, la commission que nous avons créée au sein du ministère de l'administration territoriale a réfléchi sur le cérémonial d'inhumation. Dans un second temps, nous avons donc la commission de la réconciliation nationale qui va certainement faire des propositions allant dans le sens de comment réconcilier les Burkinabés entre eux et comment indemniser les familles des victimes. Et donc, nous attendons que cette commission réfléchisse, qu'elle soit d'abord mise en place, parce qu'elle ne l'est pas, qu'elle réfléchisse et qu'elle nous fasse des propositions concrètes. Mais nous pensons qu'il est juste et bon, dans l'esprit de la réconciliation, que nous puissions avoir un regard vers ces familles-là qui ont été endeuillées et donc privées de leurs. Donc la nation doit quand même, en tout cas, faire quelque chose allant dans le sens de les indemniser. Vous parlez de faire quelque chose alors qu'il y a de cela quelques jours, le bilan de l'insurrection populaire a été fait. Et ce bilan fait état des biens publics et privés qui ont été détruits. Alors que, est-ce qu'il y aura quelque chose qui sera prévu pour toutes ces personnes-là, particulières, qui ont été touchées par l'insurrection populaire? Effectivement, nous sommes en train de travailler à remobiliser des ressources, pas seulement pour cela, mais de façon générale pour pouvoir injecter dans des secteurs cruciaux, des secteurs sociaux pour reconstituer les stocks alimentaires. Vous savez aussi que les stocks de riz des élèves ont été pillés et ça c'est une urgence pour nous. Il faut que ces stocks soient reconstitués. Donc nous sommes en train de travailler à mobiliser des sous. Nous avons des partenaires qui sont déjà engagés pour nous accompagner dans cela. Pour ce qui concerne spécifiquement l'indemnisation des personnes qui ont connu des pertes matérielles, effectivement, nous allons les soutenir. Nous ne pouvons pas payer au centime près, mais il faut que nous travaillions à ce que ces personnes ne tombent pas totalement en faillite, parce que lorsque une usine ferme, ce n'est pas seulement le propriétaire de l'usine qui est perdant, mais il y a aussi tous ces employés qui vont aller au chômage, il y a toutes ces familles derrière ces employés qui vont souffrir, ces enfants qui n'auront plus la scolarité. Donc nous pensons qu'il faut maintenir cet outil de production dans l'intérêt de la nation. Et donc nous allons travailler en tout cas à ce qu'il y ait une indemnisation matérielle des personnes qui ont perdu des biens au cours des événements. Selon une certaine opinion, souvent certaines personnes privées qui ont eu les biens détruits, c'est dû au fait qu'ils avaient des accointances avec le régime déchu, aller dans le sens d'indemniser tout le monde. Est-ce que vous n'allez pas faire des frustrés? Mais ça, c'est une autre paire de manches. Parce qu'il y a la justice. Comment faire le distinguo en termes de justice pour vraiment rendre la justice? Oui, la justice va faire son travail parce qu'il y a des dossiers, des crimes économiques qui seront ouverts. Si, avec ces enquêtes, on se rend compte que l'usine que nous avons indemnisée, que nous avons sauvée, appartient en tout cas à quelqu'un qui avait structuré l'argent du peuple, on trouvait les moyens de récupérer l'usine pour qu'elle appartienne à l'État. Mais donc, vous allez nationaliser des usines? S'il le faut, nous allons nationaliser des entreprises. Voilà. Parce que ce qui a été construit avec l'argent du peuple doit revenir au peuple. Voilà. Mais est-ce qu'il y a de l'argent pour toutes ces dépenses, indemniser tout le monde? Est-ce qu'il y a de l'argent? Il peut y avoir l'argent. Si nous allons le chercher là où il se trouve, je pense qu'il n'y a pas de problème. Alors, on va évoquer le volet justice. Le président de la transition a parlé la dernière fois au cours de son discours de passation de charge. Et il a évoqué le cas dossier de Thomas Sankara. Alors, concrètement, qu'est-ce que le peuple burkinabé doit s'attendre? Vous avez dit tantôt que les dossiers, la plupart des dossiers on va réouvrir la plupart des dossiers. Et pour le cas Thomas Sankara, qu'est-ce que le peuple burkinabé doit s'attendre? Déjà, le président a pris la décision que la tombe du capitaine Thomas Sankara puisse être ouverte, que l'on puisse, par des tests ADN en tout cas,
travaillé à prouver que c'est lui qui a été inhumé dans cette tombe-là. Et donc maintenant, la poursuite des coupables ou des présumés coupables va être entreprise. Et donc le dossier sera entièrement ouvert et la justice sera rendue. Et les dossiers Nobel, Zongo et autres? Ce sera le même processus. Aucun dossier pendant ne va dormir. Le syndicat des magistrats du Burkina demande la réorganisation du Conseil supérieur de la magistrature, de telle sorte que son président soit un magistrat en lieu et place du président du Faso. Alors, est-ce que vous allez accorder cette requête-là à ces différents magistrats-là? Nous pensons aussi que quand on parle de séparation de pouvoir, il faut qu'il y ait une séparation nette de pouvoir. Oui, parce que le président du Faso relève de l'exécutif. S'il est le président en même temps du Conseil supérieur de la magistrature, qui est du pouvoir judiciaire, je pense qu'il y a une collision qui n'est pas forcément pour servir à la démocratie. Pour un délestage, la dernière fois, que vous avez qualifié de sabotage, le directeur général de la Sonabel a été limogé et serait détenu à Lamako. Alors, sera-t-il jugé? Non, il ne sera pas jugé sur ce délestage. Mais les grandes sociétés d'État, y compris la Sonabel, vont être objets d'audit. Si maintenant, dans la gestion de la Sonabel, il y a des choses qui lui sont reprochées, là, il va devoir répondre devant la justice. Et le cas de l'ancien directeur général de la douane, Adama Guiro? Guiro a déjà un dossier à la justice. Nous allons donner un coup de fouet à ce dossier pour qu'il avance vite, c'est tout. D'aucuns pensent qu'il est retourné en prison. Est-ce que vous confirmez? Oui, nous avons pris des dispositions pour qu'il ne s'échappe pas du territoire. Mais est-ce qu'il est en prison? Je dis que nous avons pris des dispositions pour qu'il ne quitte pas le territoire national. Mais ça, il y a des spécialistes pour cela. Nous avons des instructions que Guiro soit présent sur le territoire jusqu'au moment où le dossier, en tout cas, sera boosté. Voilà. Ça ne répond pas à la question, Monsieur le Premier ministre. Si aujourd'hui un journaliste veut faire du fact-checking, la vérification des faits, il va à la Mako, est-ce qu'il va trouver... Non, il s'adresse d'abord à la gendarmerie qui pourra lui donner de plus en plus d'informations. Monsieur le Premier ministre, alors que ferez-vous des différents rapports de l'ASE et de la Cour des comptes qui attendent toujours dans les tiroirs? Il y a des noms qui ont été cités dans ces différents rapports-là. Il faut que la justice se saisisse de cela. Parce que chaque fois qu'on fait des rapports, on cite des noms et rien n'est fait. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut qu'on ressorte tous ces rapports-là, que les noms qui ont été cités, les personnes soient appelées à expliquer. Nous pensons que la justice va avoir beaucoup de travail. La justice a un rôle fondamental à jouer dans cette transition. Et en tout cas, nous pensons que même si nous n'achevons pas, nous allons travailler à ce que les dossiers soient ouverts, qu'il y ait déjà une bonne partie qui soit jugée pendant la transition. Et le cas de l'ancien président Blaise Compaoré et sa famille qui actuellement est au Maroc, est-ce qu'ils feront l'objet de poursuites judiciaires? Si au niveau de la justice, il y a une plainte, en tout cas, qui a été déposée contre le président Compaoré, je pense que nous allons demander au Maroc, bien qu'il n'y ait pas d'accord d'extradition entre nos deux pays, nous allons leur demander, en tout cas, de mettre le président Compaoré à la disposition de la justice burkinabé. Il y a une partie de la société civile qui a déjà même lancé l'idée d'arrêter le président Compaoré et de le traduire en justice. Qu'est-ce que vous en faites? Il faut qu'il y ait un tribunal, il faut qu'il y ait un juge qui se saisisse de ce dossier-là. Ce n'est pas nous qui devons gérer cela. Cet élan de justice-là, est-ce qu'on ne peut pas qualifier ça de justice des vainqueurs? Juger presque tout le monde, voilà. Non, mais vous étiez au Burkina Faso, vous avez vu comment est-ce que la justice a été instrumentée pendant des années. Lorsqu'un dossier arrivait en justice, il n'y avait pas bon espoir que ça aboutisse. Et cela a contribué donc à créer un climat de méfiance et de manque de confiance entre les administrés et les administrateurs, donc, et l'administration. Donc ça fait que nous pensons qu'il est bon que la justice, en tout cas pour ce qui concerne les dossiers pendants, puisse les juger pour que les Burkinabés regagnent confiance à la justice. Parce que nous ne pouvons pas décider qu'à partir de maintenant, nous allons lutter contre l'impunité. Nous n'allons plus permettre qu'un Burkinabé se comporte en hors-la-loi si nous ne jugeons pas les dossiers précédents. On va revenir au cas du général
Gilbert Diendéré. D'aucuns disent qu'il est venu vous prêter allégeance. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il en est? Mais il ne s'était pas prononcé contre nous. Donc, nous ne le regardions pas en ennemi. Alors, si, lorsque nous sommes arrivés, il avait pris la décision de s'opposer à nous, et que, bon, là, on pourrait parler de revenir prêter allégeance, mais dès le départ, à aucun moment, en tout cas à notre connaissance, il n'a eu un acte qui menace donc ce que nous étions en train de faire pour le Burkina. Monsieur le Premier ministre, on s'arrête là pour cette partie réconciliation et justice. Merci à vous, bienvenue à Piou. Et nous allons aborder maintenant le prochain point, la continuité de l'action du gouvernement. Et ce serait avec Bassirou Nana des éditions Sidoya que j'invite à prendre place. Bassirou, bonsoir. Bonsoir, Fouti. Voilà, Monsieur le Premier ministre, comme je l'ai dit, nous abordons à présent la continuité de l'action gouvernementale. Après l'euphorie du changement, il y a le doute qui commence à s'installer, notamment sur la situation économique. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, est-ce que les salaires seront-ils garantis toute l'année? Effectivement, les salaires seront garantis toute l'année. Il n'y a pas de doute en cela. Que les Burkinabés ne s'inquiètent pas parce que la santé financière de notre pays est assez bonne. Monsieur le Premier ministre, beaucoup de compatriotes vous attendent également sur les chantiers de la vie chère. Est-ce que vous prévoyez des mesures fortes dans les mois à venir? Effectivement, nous avons prévu au plan social un certain nombre de mesures. Nous allons travailler à ce que les denrées de première nécessité soient d'abord disponibles, qu'il n'y ait pas de rupture de stock et que les prix soient à la portée de l'ensemble des Burkinabés, notamment les couches les plus défavorisées. Et nous allons travailler à ce que aussi les soins médicaux soient accessibles à tous les Burkinabés. Les médicaments essentiels génériques, nous pensons que il n'est pas du rôle de la CAMEC de faire des bénéfices pour l'État. Je pense qu'à son origine, c'était pour rendre les produits accessibles au plus grand nombre de Burkinabés. Donc à ce niveau, nous pensons que les prix sont à revoir. Il faut aussi améliorer au niveau des centres hospitaliers universitaires et régionaux les plateaux techniques pour que des soins de qualité soient accordés à l'ensemble des populations burkinabées. Nous avons, sur le plan de l'éducation, il faut prendre urgemment des mesures d'accompagnement pour le continuum, parce qu'on ne peut pas prendre une mesure aussi importante sans veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'infrastructures, qu'il y ait suffisamment d'enseignants. Donc nous allons travailler rapidement à ce qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Sur le plan social, nous allons travailler à ce que les Burkinabés, dans leur grande majorité, aient un standard de vie acceptable. Qu'il n'y ait pas trop de différence entre les Burkinabés. Une partie des Burkinabés qui vivent dans un nuage, tandis que la majorité croupit dans une certaine misère. Nous allons réduire donc cette fracture au sein de la société burkinabé. L'ex-président du Faso rêvait d'émergence pour le Burkina avec de grands chantiers comme l'autoroute Ouaga-Yamoussoukro, la boucle ferroviaire. Allez-vous poursuivre les grands chantiers? Nous allons voir à quel niveau d'abord se trouvent donc ces chantiers-là. Nous allons bien nous informer parce que ces chantiers ont une importance stratégique pour le développement du Burkina. C'est vrai que nous sommes là pour une année. Nous n'allons pas les interrompre, mais je veux dire que ce n'est pas notre priorité. Oui. Nous allons les encourager, nous allons continuer de discuter avec les partenaires avec lesquels nous avons des engagements pour la réalisation de ces projets. Mais je dis que dans cette année, le budget de l'État ira dans d'autres secteurs prioritaires que nous pensons en tout cas importants pour le peuple burkinabé. Monsieur le Premier ministre, le 11 décembre à Dédougou, c'est pour bientôt. Est-ce que vous allez garder la formule de départ ou allez-vous revoir les choses à la baisse?
Bon, nous pensons que c'est une bonne initiative de faire tourner donc, cette célébration du 11 décembre parce que ça permet aux différentes régions d'avoir des infrastructures. Quand il y a le 11 décembre, non seulement le chef de la région a une cité des forces vives, il y a beaucoup d'infrastructures, et même dans les autres provinces de la région. C'est une bonne initiative, et cela est financé par le budget de l'État. Nous pensons que ce serait bien de poursuivre cela, mais ensemble, avec toutes les autres composantes de la nation, nous allons faire le bilan de ce qui a été fait jusqu'à présent et décider ensemble s'il faut continuer ou s'il faut reformuler cela. Pour le cas du Dédougou, quelles sont les garanties que vous donnez aux populations de la boucle du Mouhoun que la fête sera belle, que ce ne serait pas une fête au minima? Non, le chef de l'État sera à Dédougou pour célébrer le 11 décembre. Le défilé aura bel et bien lieu à Dédougou. Et je pense que rien ne sera fait vraiment au rabais à Dédougou. Les populations de Dédougou peuvent être certaines que nous allons célébrer la fête de l'indépendance, d'autant plus que c'est la première fête d'après-révolution. Donc nous allons mettre les moyens nécessaires afin que cette fête soit véritablement belle. Nous allons revenir sur la dissolution des conseils régionaux et municipaux. Comment comptez-vous relancer l'élan amorcé par de nombreuses collectivités qui se trouvent aujourd'hui freinées? Après les élections de novembre 2015, il y aura de nouvelles collectivités, il y aura de nouveaux conseils communaux. Donc je pense que normalement, tout ce qui a été freiné par la dissolution pourrait être repris, que ce soit le partenariat qu'ils avaient avec des institutions ou avec d'autres collectivités. Je pense qu'ils pourront reprendre ça, mais il faut un nouveau conseil, parce que les conseils qui étaient là, normalement, ne répondaient pas véritablement à ce que la population voulait. Ouais. Même si ces conseils ont été élus, nous savons dans quelles conditions ces conseils ont été élus. Voilà. Donc nous avons préféré donc, tout le mettre à plat et de façon transparente, démocratique, libre. Les populations vont désigner des hommes et des femmes qui pensent, sont soucieux de leur intérêt premier. Des acteurs économiques réclament également la dissolution des chambres consulaires. En tant que Premier ministre du Burkina Faso, quelle suite réservez-vous à cette requête? Nous avons déjà reçu les opérateurs économiques, le conseil du patronat, nous avons échangé, nous savons très bien qu'aujourd'hui, la plupart des opérateurs économiques souhaitent que la chambre de commerce, en tout cas le bureau de la chambre de commerce soit dissous, purement et simplement parce qu'il avait été installé dans des conditions qui ne respectent pas véritablement l'orthodoxie en la matière. Je pense que certains candidats avaient été purement et simplement imposés par certains tenants du régime passé. Donc nous pensons qu'à ce niveau-là, avec le ministre du Commerce, leur ministre de tutelle, et avec les autres acteurs, nous allons discuter et leur donner une chance d'avoir un bureau véritablement démocratiquement élu. Dans la même veine, il y a la gestion des mines. Est-ce que vous allez revenir sur des contrats pour tout réformer en l'État? Et comment donner assurance aux investisseurs? C'est l'un des secteurs où nous allons demander à ce qu'un audit soit fait. Parce que ce que nous entendons, certainement que vous aussi vous avez entendu, il y avait donc des passe-droits. Et dans ces conditions-là, d'opacité totale, nous ne pouvons pas continuer et espérer que le secteur minier, qui est un pilier de notre économie, là, puisse véritablement profiter à tous les Burkinabés. Donc nous allons regarder dedans. Et s'il faut revoir des contrats, nous allons les revoir. S'il faut annuler des licences de concession, nous allons les annuler purement et simplement, et puis les redistribuer dans des conditions transparentes. Il est question de la mise sous scellé des bureaux, des DAF, des ministères. Quels sont les objectifs que vise cette mesure? Nous avons parlé tantôt d'audit. Donc,
pour que cela soit bien mené, il fallait donc sceller les bureaux pour qu'il n'y ait pas, en tout cas, des jeux d'écriture pendant ce laps de temps. Le gouvernement a traîné à venir, nous avons fait presque un mois sans gouvernement. Donc il était indiqué qu'au niveau des DAF, les bureaux soient en tout cas sous-scellés pour permettre aux nouveaux ministres qui vont venir, et aux enquêteurs, d'avoir accès aux documents. Parce que, bon, même cela, nous avons entendu des choses. Hein. Il y a certaines fausses écritures qui se faisaient, il y a certains cachets qui ont été fabriqués. Donc nous avons pris des dispositions, mais en tout cas, c'est véritablement maintenant que le travail va commencer. Est-ce que des dispositions sont prises également pour que cette mesure ne retarde pas quelque peu le démarrage de l'activité gouvernementale? Non, je pense que le gouvernement est déjà en train de travailler. Les ministres sont à la tâche. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que dès là où les ministres ont été installés, donc les scellés ont été levés. Donc normalement, il n'y a plus de problème de fonctionnement au niveau des ministères. Voilà, nous allons nous arrêter là pour cette partie et entamer la dernière partie, la question de la lutte contre la corruption, les réformes, mais aussi les questions d'international ou autres divers. Et j'invite Galip au sommet de la radio nationale à me rejoindre ici pour cette partie. Galip, bonsoir. Bonsoir, Fousseni. Voilà, on va revenir, Monsieur le Premier ministre, sur un aspect. Est-ce que limoger sans exposer les faits, est-ce que ce n'est pas de nature à créer la psychose dans le management des sociétés d'État et de l'administration publique fortement politisée aujourd'hui, ce qui pourrait certainement ralentir la relance économique nécessaire, mais aussi pour une transition réussie? Pensons que lorsqu'on a nommé quelqu'un à un aussi grand poste de responsabilité, il y a quand même des devoirs. Et manquer à ces devoirs-là, c'est du même coup s'exposer à des mesures disciplinaires. Nous pensons que quand on accepte d'accomplir une mission, on doit y aller avec le plus grand sérieux, mais surtout avoir en tête l'intérêt général. Oui, c'est que vous faites allusion au directeur général de la Sonabel. De la Sonabi. C'est de la Sonabi. Oui. D'accord. Donc les raisons du limogeage n'ont pas été exposées. D'accord. Puisque pour le cas de la Sonabel, on parle plutôt de sabotage. D'accord. Au niveau de la Sonabel, effectivement, lorsque nous avions une cérémonie que nous avons estimée d'intérêt national, il n'était pas vraiment opportun que le DG de la Sonabi se permette de se payer des vacances en campagne hors de Ouaga, laisser donc une coupure d'électricité intervenir. Et, nous avons estimé que c'était du sabotage et donc nous avons... Il aurait été là et le problème pouvait aussi survenir. Mais dans tous les cas, il aurait payé aussi parce que c'est lui le chef, il assume. Et pour ce qui concerne la Sonabi, nous avons eu des renseignements compte tenu de ses accointances. De toute façon, il a été nommé le même jour que le DG de la Sonabel, donc on ne peut pas nous prouver qu'ils ne sont pas intimement liés à la même personne. Et selon les renseignements que nous avons eus, il y avait un certain nombre de transferts de fonds qui se faisaient. Voilà, donc nous avons estimé que c'était pas bien. Moi-même, j'avais reçu déjà, dans les premiers moments, les directeurs généraux des sociétés d'État pour leur dire, en tout cas, d'éviter un certain type de gestion. Parce qu'il fallait absolument qu'ils respectent l'orthodoxie financière pour éviter que les ministres qui vont venir, lorsque le gouvernement sera formé, en tout cas, ne se trouvent confrontés à certaines difficultés. Donc, lorsqu'on a donné des consignes, lorsqu'on a fait une circulaire, j'ai fait une circulaire que j'ai signée, adressée à tous les secrétaires généraux des différents ministères, pour interdire les différents paiements, pour éviter qu'il y ait de la manipulation. J'ai dit, bon, tout paiement doit être soumis à autorisation. Et ça n'a pas été respecté. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux pas admettre cela, parce que si lui le fait et qu'il n'est pas sanctionné, vous imaginez la suite. Oui, monsieur le Premier ministre, ces décisions sont prises
après des enquêtes approfondies ou bien c'est sur la base de soupçons uniquement? Non, 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 j'ai des preuves. Vous savez, quand on fait un transfert, il y a des preuves. Il n'y a pas besoin de soupçonner. Nous ne sommes pas... Non, non, je pense que nous sommes des professionnels. Sur ce plan, je pense que c'est... vous pouvez être sûr que nous n'avons pas organisé une chasse aux sorcières, comme d'aucuns pourraient penser, mais c'est simplement parce que l'acte qui était posé était répréhensible. Des mesures dissuasives, est-ce que ce sont des mesures dissuasives quand on sait que peut-être dans d'autres sociétés d'État, peut-être il y a, en tout cas, en attendant que les audits ne le prouvent, il y a certainement, en tout cas, des faits répréhensibles qui sont... D'abord, des mesures de coercition envers même ces personnes, mais aussi dissuasives à l'endroit de quiconque serait tenté de délapider les biens publics. Monsieur le Premier ministre, vous arrivez à la tête donc du gouvernement à un moment où le phénomène de la corruption ressemble à ce qu'on pourrait appeler des serpents de mer. Et quelle est la solution que vous préconisez dans le sens de la lutte contre ce phénomène? Au niveau du Conseil national de transition, il faut qu'une loi soit votée, une loi anticorruption, qui permette donc aux juridictions qui sont là de pouvoir poursuivre clairement tout ce qui, en tout cas, entre dans le cadre de cette corruption. Parce que la notion de corruption est très large et je pense que dans cette loi, on pourra avoir une matière vraiment à poursuivre tout ce qui s'adonne à cette pratique-là. Oui, je crois savoir qu'en la matière, quand même, les dispositions légales existent au Burkina, ou bien vous estimez que, en tout cas, ce ne sont pas des dispositions à même d'atteindre les objectifs que vous escomptez? Non, non, il y a des dispositions légales qui existent, oui, punies par le code pénal et tout, mais une loi anticorruption, je pense qu'elle va aller beaucoup plus en profondeur. Du reste, cette loi existe déjà. Elle avait déjà été soumise à l'Assemblée, selon les dits de certains... Vous pensez par exemple d'apparence? Oui, par exemple. Je ne connais pas tout le contenu de la loi, mais je sais que selon les dits de certains de nos partenaires techniques et financiers, ils même avaient exigé que cette loi soit adoptée. La loi est partie à l'Assemblée, puis elle a été retirée de l'Assemblée. Donc vous voyez, cette gymnastique-là, c'est pour, bien sûr, favoriser certaines pratiques. Nous allons réintroduire cette loi. Nous allons d'abord l'amender. Nous allons la réintroduire et le Conseil national de transition va l'adopter le plus tôt possible. Oui, Monsieur le Premier ministre, au-delà de l'adoption de cette loi, est-ce qu'il y a des actions concrètes à envisager sur le terrain? Comme par exemple, de lutte contre la corruption. Voilà, comme par exemple le RENLAC qui demande des comptes aux dignitaires du régime Compaoré. Certains demandent même de geler les avoirs des anciens dignitaires. Qu'en pensez-vous? Mais ça, c'est déjà fait. Ça, c'est une mesure que nous avons faite dès les premières heures. Nous avons écrit à toutes les institutions financières pour qu'ils gèlent les comptes. Ça, c'est des mesures que nous ne pouvons même pas attendre qu'une commission soit mise pour le faire, sinon nous aurions eu le temps de tout ramasser. Voilà. Oui, mais est-ce qu'il y a des actions concrètes que vous envisagez sur le terrain? Quand on sait que l'administration est diversifiée et la corruption concerne en tout cas pratiquement beaucoup de milieux, il y a des milieux qui sont déjà cités en exemple. Est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont envisagées? Oui, la justice va travailler avec la police et la gendarmerie pour traquer les corrompus. Sur le terrain, vous allez vous rendre compte, et aussi sur la base de dénonciation, parce que nous pensons qu'au Burkina, nous avons, je pense, la majorité des citoyens qui condamnent ces pratiques-là. Mais si sur la base de dénonciation, nous avons des noms qui sont cités, la police et la justice vont aller à leur trousse. En nommant le professeur Luc Marius Sibriga à la tête de l'autorité supérieure de contrôle d'État, qu'est-ce que vous voulez donner comme message ici? Luc Marius Sibriga, c'est quelqu'un que nous connaissons très bien, qui est quelqu'un dont la probité est irréprochable, intègre. Je pense que cela, en tout cas, fait consensus. Nous avons estimé que le nommer à la tête de l'autorité supérieure de contrôle d'État va nous permettre à ce niveau-là d'avancer, non seulement même dans les inspections qu'ils vont conduire, mais aussi les dossiers qu'ils avaient déjà eu à conduire et que, à un certain moment, nous avons eu l'impression que cela a été étouffé. C'est une responsabilité que nous lui avons confiée et qu'il va nous aider à avancer dans le sens de ce que les Burkinabés attendent.
Oui, Monsieur le Premier ministre, vous avez donc évoqué en tout cas des dispositions légales à prendre pour essayer en tout cas de sévir, et si je peux me permettre le terme, on sait également que dans certains milieux, notamment la douane, qui est souvent citée en exemple en matière de corruption, et est-ce qu'en durcissant le ton vraiment en matière de lutte contre la corruption, on ne risque pas de réduire vraiment les recettes de l'État, ça ne risque pas de réduire l'élan de fonctionnement en tout cas de certaines administrations? Non, pas du tout. Je crois que les données eux-mêmes, quoi qu'on pense qu'ils sont les plus corrompus, en réalité, les gens se comportent en fond de ce qu'ils ont, celui qu'ils ont en face, en tête. Oui, comme on dit, le poisson pourrit toujours par la tête. Et lorsque ceux qui sont à la tête du pays sont des personnes corrompues, vous ne pouvez pas dire à ceux qui sont, qui sont avec vous de ne pas pratiquer la corruption. Donc moi, je ne suis pas sûr que lorsqu'on va assainir au niveau des pratiques même du gouvernement, au niveau de certains responsables de l'État, je pense que ça va être automatique au niveau de la base. C'est mon point de vue. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut essayer, qui veut défier, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on prendrait les mesures qui s'imposent. Il y a donc un certain nombre de rapports. Foussine Kindo citait par exemple le rapport du Renlac. En tout cas, il y a eu des faits avérés de corruption. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, en tout cas, ces rapports-là reviennent encore sur la table? Non, obligatoirement, il faut que ça revienne sur la table. Parce qu'il y a des noms qui ont été cités. Et la justice doit se saisir de cela. Ouais. Pour appeler les intéressés et puis leur demander des comptes. Dans le milieu des affaires, le plus souvent, le fait qui revient est qu'il y a certains opérateurs qui échappent au fisc, liés certainement à ces faits de corruption. Comment comptez-vous vous attaquer en tout cas à ce phénomène-là? Je pense que tous les opérateurs économiques, en tout cas, doivent se préparer à payer les impôts. Personne, en tout cas, ne va échapper à cela. Parce qu'on ne peut pas permettre que certains, en tout cas, ils engrangent de l'argent sans payer les impôts, alors que c'est même les petits commerçants, c'est sur eux, on se rabat tous les jours pour collecter les impôts et nous payer nos salaires, c'est pas normal. Ceux qui ont les... Tout le monde, en tout cas, doit payer les impôts. Ouais, tout le monde doit être mis sur le même pied d'égalité. Voilà. Vous menez votre activité, vous payez les impôts. Est-ce que les salariés, on demande leur avis? Quand on coupe les ITS, on ne demande même pas leur avis. À la source. Comment? Là-bas, c'est les retenues à la source. Les retenues à la source. On ne demande pas notre avis, tu n'as pas la possibilité de feinter. Donc il n'y a pas de raison que quelqu'un, en tout cas au Burkina, refuse de payer les impôts. Nous allons travailler à ce que tout le monde paye les impôts. Oui, vous avez abordé un autre aspect, le secteur minier, où il y a en tout cas des actes, en tout cas peu recommandables, en tout cas en matière de paiement. Et vous voulez donc essayer de revoir le code minier et pourquoi pas peut-être mettre fin à un certain nombre de contrats. Est-ce qu'on ne court pas là le risque de chasser certains investisseurs ou encore le risque de ne pas paraître transparent vis-à-vis de certains marchés internationaux? Je pense que c'est même une exigence aussi des partenaires techniques et financiers. C'est-à-dire que le secteur minier doit être géré de manière transparente. Et nous, c'est ce que nous allons en tout cas faire. Nous allons tout faire pour voir si les contrats qui sont déjà passés ont respecté les normes. Bon, s'il y a eu des contrats qui ont été passés de manière frauduleuse ou en tout cas en favorisant certaines personnes parce qu'ils ont donné de l'argent à côté, mais il faut que nous dénoncions ces contrats-là, les inviter à repasser normalement des contrats et que ce qui doit payer à l'État burkinabé revienne à l'État burkinabé. Même s'il doit donner de l'argent à quelqu'un, ça n'engage que. Voilà. Donc nous pensons qu'il faut qu'on revisite tous ces contrats-là. Voilà. Parce que les mines, Dieu a donné ça pour les Burkinabés, ce n'est pas pour une partie des Burkinabés. Donc il faut que ça bénéficie, lorsqu'on va sortir 1 gramme d'or du sol burkinabé, ça doit bénéficier à tous les Burkinabés. Monsieur le Premier ministre, pardon, pour essayer peut-être de refermer ce volet corruption, peut-être le petit agent burkinabé qui se trouve quelque part en province
et qui peut-être vivaient au quotidien ce phénomène de corruption. Désormais, face à un fait avéré de corruption, quelle est la conduite à tenir? Nous leur demandons de signaler à la police, signaler à la gendarmerie, parce que ce sont les auxiliaires de justice qui sont à leur portée. C'est dans les grands centres qu'ils se déportent à la justice, jusqu'au parquet pour dénoncer. Nous pensons qu'il faut que, en tout cas, les Burkinabés, là où qu'ils se trouvent, qui qu'ils soient, puissent dénoncer la corruption. Parce que c'est la corruption qui gangrène tout le système. Oui. Ceux qui travaillent ne bénéficient de rien. Et ceux qui ne travaillent pas, parce qu'ils ont adopté cette pratique-là, c'est eux qui ont tous les moyens du pays. Donc, en tout cas, nous invitons tout le monde à se tenir prêt à dénoncer. Et nous nous engageons à ce que ces dénonciations-là, en tout cas, connaissent une suite. Une question en politique internationale. Le Fonds monétaire international, le FMI, et puis le Canada ont suspendu leur aide en faveur du Burkina Faso. Ça, on le sait. Est-ce que vous avez espoir d'une reprise de leur intervention financière au profit du pays avec la mise en place des institutions de transition, par exemple? Non seulement j'ai espoir, mais je peux vous garantir que ça sera fait, parce que le chef de l'État sera au sommet de la francophonie à Dakar à partir de demain. Il va y rencontrer le Premier ministre canadien. Ils vont discuter sur cette question-là. Et je suis sûr, j'ai bon espoir que, effectivement, l'aide publique au développement, en tout cas l'aide directe au développement, sera reconduite pour le Burkina Faso. Et quel est le message que vous adressez aux organisations internationales et aux pays occidentaux qui réclament la remise du pouvoir aux civils? Le pouvoir a été remis aux civils. Oui. Ou bien. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes d'accord, nous avons respecté nos engagements. Il leur appartient également de respecter leurs engagements. Et le train est déjà en marche parce que le directeur régional de la Banque mondiale était là hier. Ils ont pris acte. Et déjà, les processus de décaissement ont commencé. Donc à ce niveau, il n'y a vraiment pas de problème. Oui, il y a eu des casses et des pillages au Burkina, toutes choses qui pourraient inquiéter certains investisseurs, peut-être qui s'intéressaient à la destination Burkina. Quelle garantie leur donnez-vous qu'en investissant au Burkina, ils ne seront pas victimes un jour? Nous allons travailler à les rassurer, nous allons rencontrer les investisseurs. Le risque zéro n'existe pas, mais lorsqu'ils viennent investir dans un pays, il faut qu'ils fassent les rapports. Maintenant, nous pouvons leur garantir que le risque ne sera pas élevé. Nous allons travailler à ce que leurs investissements soient en sécurité. Nous allons travailler à ce que les gros investissements comme les mines soient protégés par tous les moyens. Et eux-mêmes soient en sécurité et que les Burkinabés se disent que s'il y a un problème, que l'on puisse s'asseoir, que l'on discute et non aller casser les mines et puis ramasser les minerais des personnes qui sont venues d'ailleurs pour chercher de l'argent. Voilà. Nous pensons que ça, c'est possible. Nous allons travailler dans ce sens et les investisseurs, ils vont certainement avoir confiance. Ouais, parce que ces gens-là, ils viennent pour chercher de l'argent, ils ne viennent pas pour perdre. Ouais. Donc nous allons les parler et nous allons les mettre en confiance et nous sommes sûrs qu'ils vont nous accompagner. Non seulement pour eux, mais aussi pour le Burkina. Oui, nous sommes au terme de cet entretien, Monsieur le Premier ministre, mais nous sommes également sur les antennes de la RDB. Après la destruction, comment refonder la maison radio et télévision et comment lui redonner son lustre d'antan? Il y a beaucoup d'attentes de la population. D'accord, j'ai visité la TNB, j'ai pu toucher du doigt les dégâts qu'il y a eu là-bas. Mais immédiatement, nous avons pris des dispositions. Nous avons donné des instructions au directeur pour qu'ils approchent certains de nos amis, notamment un ambassadeur de Chine qui était disposé en tout cas à
injecté près d'1 milliard, 900 millions, pour remettre tous les équipements de la télévision à l'état neuf. Donc je pense que pour la TNB, tout est fait, ou en tout cas sur le point d'être fait. Maintenant, pour ce qui concerne la radio, l'évaluation est faite. Nous sommes aussi en train de voir, même si c'est au titre du budget de l'État, nous pouvons faire un décaissement spécial pour que la radio puisse vraiment fonctionner sans problème. Et je voudrais donc profiter, tirer mon chapeau à ces femmes et hommes qui travaillent à la RTB, parce que malgré les dégâts qu'ils ont connus, à aucun moment ils n'ont arrêté le travail. Nous avons trouvé sur place, parce que nous n'avions pas annoncé notre visite à la TNB quand nous sommes allés, nous avons trouvé des hommes et des femmes en train de lutter avec des câbles pour essayer de souder, essayer de changer les objectifs de certaines caméras qui avaient été jetées à terre. Donc je voudrais les rendre hommage, les dire que c'est un acte hautement citoyen, et chaque Burkinabé, là où il se trouve, doit se dire que je dois travailler, quelles que soient les conditions, pour le devenir de cette nation. Que nous puissions en tout cas donner l'exemple aussi à nos enfants. Voilà. Et par rapport aux attentes des populations sur une télévision de service public? Est-ce que la télévision actuellement n'est pas de service public? Elle a été, vous voulez dire que dans son fonctionnement, elle fonctionne comme un privé? C'est ce que vous voulez dire? Dans un certain passé, il est reproché à la RTB d'être au service d'un gouvernement, mais pas forcément d'être au service de l'État. Le service public suppose qu'il y a l'État, le gouvernement, mais aussi ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement. Oui, nous pensons effectivement qu'au titre des médias publics, non, de façon générale d'ailleurs, nous allons travailler à ce que l'information soit donnée de façon impartiale, mais surtout responsable. Oui. Il n'est pas question que l'information serve à un individu ou à un clan. Il faut que les journalistes, qui doivent bien sûr être très professionnels, puissent donner l'information en toute liberté, en toute conscience, se disant qu'ils travaillent pour le peuple, ils travaillent pour le Burkina. Ils doivent être au service de la nation. Donc nous allons travailler dans ce sens, et nous pensons que aussi bien la presse privée que les médias publics, en tout cas si nous accordons dans ce sens-là, il ne devrait pas avoir de problème au niveau des médias. Parce que c'est d'abord le service du Burkina, ce n'est pas le service d'un individu. Galib Somé et tous les confrères qui se sont succédés sur ce plateau s'associent à ma voix pour vous remercier, Monsieur le Premier ministre, pour votre disponibilité. Et on s'arrête là pour cette grande interview, et espérant vous retrouver à d'autres occasions pour davantage éclairer sur la situation nationale, mais aussi sur un certain nombre de points qui concernent la transition. Merci d'être venu. Et merci à l'ensemble de la presse nationale pour le rôle qu'elle a joué durant cette phase de crise. J'ai loué les efforts, à travailler, à aller dans le sens de l'apaisement. Donc je voudrais donc pour cela féliciter l'ensemble de la presse, l'ensemble des hommes et des femmes de presse, et leur dire que le Burkina, c'est notre pays. Il faut qu'ensemble, nous puissions avancer, et que véritablement ce qui est passé ne colle pas à notre peau. Que nous puissions, je ne vais pas dire réinventer le Burkina, mais que nous puissions donner une autre visibilité de notre pays sur la scène internationale. Voilà, c'est tout pour cet entretien. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.